Ça fait un an cette semaine qu'on se retrouvait dans ce même studio ici pour une soirée électorale et on va parler d'ailleurs à l'un de ceux qui a été élu il y a un petit peu plus qu'un an, ça fait quelques jours de plus, mais on va rejoindre Sébastien Lemire. Bonjour. Bonjour François. Et effectivement, je me rappelle d'un contexte d'entrevue un peu chaotique lors de ma victoire. Effectivement, avec vous autres, ça a été plutôt compliqué de bien se connecter, mais on y est arrivé. On y À est ce mo- arrivé, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Disons que pour le moins, ça a été une année intense, là. Il faut dire qu'à ce moment-là, on utilisait la technologie dans les premières fois pour rejoindre en direct. On ne se servait pas autant de la vidéoconférence à l'époque, justement. À l'époque, on est drôle, mais en même temps, effectivement, le pas est immense depuis un an, justement, dans l'utilisation de la vidéoconférence. Le Zoom a pris une place tellement importante. Je veux dire, le Parlement siège maintenant de façon régulière, en virtuel et en hybride, là. Et justement, bon, parle-nous de ce qui ressort de cette année-là, une grosse année. Oui, ben d'abord, moi, je dois dire, je suis très fier de cette année-là. Je pense que dans les circonstances particulièrement, mais aussi avec la couleur que je veux y mettre, je pense avoir réussi à faire une différence dans beaucoup d'enjeux. Tu sais, c'est une occasion comme ça, un anniversaire, c'est une occasion de pouvoir faire un bilan. Un bilan qui était particulier cette année aussi parce que il y a eu un vote de confiance mercredi, donc la journée du 21 était aussi un moment où ce qu'on aurait pu être en élection. Évidemment, je suis très content que ce ne soit pas le cas, bien que cette motion-là, qui a été interprétée par les libéraux comme une motion de confiance sur l'aspect de We Charity, et est-ce qu'on peut faire la lumière sur un programme dans lequel, disons que le parti au pouvoir s'est mis un peu les mains dans les poches avec la femme et la mère du premier ministre, puis le ministre des Finances qui démissionne, mais bref, on peut reparler de We Charity, mais ça fait partie du contexte dans lequel on a failli déclencher une élection le jour de notre anniversaire d'élection, ce qui est un peu ironique. Bon, moi, j'ai été élu pour 4 ans, j'espère aller le plus loin possible là-dedans, malgré le contexte minoritaire. Mais oui, ça a été une grosse année. Effectivement, on a commencé avec un accord de libre-échange qui a été, dont il y avait des éléments qui étaient vraiment en défaveur d'abord de l'industrie de l'aluminium puis de nos producteurs agricoles. Nos producteurs qui n'ont toujours pas été compensés sur les pertes qu'ils encourent là-dedans. Et il reste un travail énorme à faire, mais d'entrée de jeu, ça donnait le ton. Après ça, tu as eu la crise ferroviaire, les Wet'suwet'en, et est arrivé la COVID qui a commencé avec les rapatriements. Tu t'en rappelles bien, j'imagine, François. Tu l'as vécu toi-même et tout cet enjeu-là de COVID avec des gens qui se retrouvaient dans le besoin, tant au niveau personnel que des entreprises. Puis j'ai l'impression que les cracks étaient tellement nombreuses comme bureaux politiques. On a eu à pallier à la fermeture des bureaux de Service Canada dans un moment où que les gens avaient davantage besoin des services de leur gouvernement ou qui s'y étaient davantage dépendants. On a pu assurer ce service-là, puis ça demeure quelque chose sur lequel je suis quand même fier, là. Pour un député fédéral qui entrait en poste, comment ça s'est passé? Comment on a vécu ça? Parce que j'imagine que quand tu as été élu, on ne devait pas s'attendre à une année comme celle-là, là. Ça a assez bien, tu sais, dans mesure où, bon, d'abord en politique, j'avais quand même une bonne base. Oui, ça a beau être ma première fois que j'avais ma tête sur un poteau, reste que mon plan de match était assez clair puis a été, je pense, assez efficace. Il y a des gestes, il y a des décisions pas toujours faciles, il y a des contextes qui sont très difficiles sur le plan humain dans ce qu'on vivait, ce qu'on a vécu en politique. Tu sais. Ça reste une année qui a été éreintante. Je peux pas, tu sais, cet été, j'ai trouvé un moment où j'avais eu besoin de ralentir. Le contexte s'y prêtait quand même. J'étais très déçu de pas pouvoir aller faire tous les festivals puis d'aller sur le terrain, mais en même temps, physiquement, c'est un moment où j'en ai eu besoin aussi, là. Quel est le dossier dont vous êtes le plus fier de cette année-là? Ben, c'est un dossier qui est encore en cours, tu sais, puis justement, je suis à mon condo à Gatineau présentement parce que je suis venu faire un tour à Ottawa parce que c'était le retour des comités parlementaires. Moi, j'ai la chance de siéger sur le comité de l'industrie, sciences et technologies, qui est probablement le comité un des comités qui touche le plus à tout au Parlement, un des comités qui peut être très important dans ton nombreux d'enjeux, puis tant avant la COVID que pendant la COVID que maintenant après ben,
en tout cas, le contexte de la première vague, ben, il y a un enjeu qui, pour moi, est terriblement important, c'est l'accès Internet haute vitesse au réseau cellulaire, de faire reconnaître ça comme essentiel et d'avoir pu questionner beaucoup de ministres là-dessus, puis de faire avancer cet enjeu-là. Puis encore hier, comme je disais, on le ramène comme priorité à l'ordre du jour de ce comité-là. Ben ça, c'est un impact direct que j'ai pu avoir. Le statu quo n'est plus viable là-dessus. Les programmes fédéraux étaient tellement mal adaptés. Là, on parle de 2030 pour brancher 95% des Canadiens. Je me leurre pas, là, le 5% qui reste est assurément dans ma cour. Excuse-moi, ça fait partie de parfois du direct. Et en ce sens-là, ben c'est un dossier qui a évolué. Il y a un consensus maintenant qui dépasse la partisanerie, qui est tous les partis au Canada sont capables de s'entendre pour dire que c'est un service essentiel. Le gouvernement est là-dessus, donc il faut qu'il y ait des sommes supplémentaires de façon majeure. Il faut que les programmes adaptés à la réalité des régions. Ça demeure quelque chose sur lequel je pousse énormément. L'aide aux producteurs agricoles aussi, ce support-là dans la région, ce sont des gens qui ont se sont tellement fait promettre de choses puis ont tellement été abandonnés par le milieu politique. On l'a vu encore cette année, mais de pouvoir être là pour eux puis de défendre ces intérêts-là. Puis dans un langage aussi qui est le leur, moi je les ai côtoyés pendant 2 ans à l'Union des producteurs agricoles, fait que de pouvoir porter cette voix-là, j'en étais aussi particulièrement fier. On a parlé de l'enjeu technologique de l'Internet. C'est ressorti beaucoup avec la pandémie. Évidemment, ça peut-être allumé des lumières à certains endroits avec tout le télétravail et tout ça. Forcément, ça l'a aidé. Puis tu sais, je veux dire, combien d'exemples, puis par des factures, là, on a vu des gens qui ont vu leurs factures exploser là, par le télétravail, par l'obligation d'être à la maison. Des fois, même des gens qui avaient 2-3 connexions parce que celle de Bell, Télébec ou Cablevision n'était pas suffisante, de pouvoir se brancher à un service comme ExploreNet, d'avoir leur réseau cellulaire. Il y a eu des factures de l'ordre de 400-600 pièces par mois qui ont été payées dans le contexte de la COVID. Puis ça, évidemment, ça se rembourse pas. Donc, tu sais, ça paraît pas dans le contexte de la COVID. Évidemment, toute la question de l'isolement et tout, on l'a vécu, mais il y a aussi ces conséquences-là que les gens n'ont pas demandé et qui ont un impact sur la qualité de vie directe des gens. Fait que c'est pour ça que c'est un enjeu qui est assurément pas fini puis que le statu quo est intenable, mais qui aura permis quand même de faire en sorte que même la ministre Freeland, qui est aujourd'hui la ministre des Finances, ben va dire en chambre que c'est un service essentiel puis qu'il faut que la situation change. Bon, on a une année de mandat de fait, il en reste encore. Quels sont les enjeux sur lesquels vous allez travailler dans les prochaines semaines, prochains mois? Ben évidemment, ils sont encore nombreux. Moi, j'ai quand même le sentiment d'avoir pu faire avancer beaucoup de choses qui étaient mes priorités, mais évidemment, c'est pas un travail qui est terminé. Ça aurait été triste pour moi d'aller en élection. En même temps, une élection, c'est une occasion de retrouver contact avec la population. C'est ce qui était le plus difficile aussi dans ce mandat-là. C'est une première motivation, c'est le terrain, c'est d'être avec les gens, puis de pas avoir ça, c'est difficile. Des enjeux, si j'en nomme un, évidemment, puis ça aurait été un enjeu pour lequel j'aurais voulu me rendre imputable aussi davantage. Tu sais, je pense à l'enjeu de la rénovation de la cathédrale d'Amos. Il n'y a pas de programme qui existe vraiment au fédéral pour aider à trouver du financement pour la rénovation d'un joyau culturel, un joyau qui fait partie de la construction de l'identité d'Amos puis de l'Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, Amos, c'est le berceau de la région, puis d'avoir ça dans une architecture unique en Amérique du Nord, romano-byzantine, et qu'on soit pas capable de pouvoir aider davantage par un programme fédéral. La même chose est du côté de l'Agora. Hein? C'est ce qu'on se fait répondre. L'enveloppe est tellement limitée, on en profite déjà, donc de pouvoir avoir une bonus de financement parce que à cause du contexte de la COVID, ben, la facture a explosé. Il faut être capable de donner des réponses, de préserver notre patrimoine. C'en est un des exemples, mais évidemment de poursuivre sur les dossiers qui sont en cours. Pour moi, au comité d'industrie, ben, j'ai amené plusieurs priorités. La relance, mais tenir en compte que cette relance-là soit verte, soit innovante aussi, l'innovation territoriale, qu'on puisse avoir de l'argent, mais qu'on soit pas dans un contexte de mur à mur. Ça fait très mal à la région. Les programmes fédéraux sont tellement mal adaptés. Une région comme la nôtre, dite rurale, hein, parce qu'au Canada, tout ce qui est 100 000 habitants et moins est rural, donc que ce soit Amos, Rouyn-Noranda et tout dans le langage fédéral, c'est une zone rurale, mais en même temps, on n'est pas adapté à ça. Fait que oui, l'Internet, mais tu sais, tous les programmes d'aide aux entrepreneurs, le Québec a une économie de PME,
les solutions canadiennes sont des solutions de très grandes entreprises. Il faut avoir notre part là-dedans. Pour moi, ça, il y a quelque chose de très sensible là-dessus. Fait que d'avoir la nuance de dire que la relance économique doit être verte, doit être innovante, pour moi, ben, c'est quelque chose que j'ai amené au comité d'industrie puis qui a été très bien reçu. Donc, c'est quelque chose dont je suis fier qu'il y a du travail à faire. L'aéronautique, ça nous concerne moins en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est énorme dans l'économie du Québec. L'électrification des transports, ce sont des enjeux aussi qu'on va mettre de l'avant. Mais comme je te dis aussi, le premier, ben, c'est pour moi, c'est de finir le dossier d'Internet parce que c'est inacceptable qu'en 2020, on ne soit pas capable d'avoir. Tu sais, c'est l'occupation de notre territoire, c'est le relancement de nos entreprises, c'est pouvoir suivre Médiaté en direct puis de pas perdre l'onde. Tu sais, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, puis on peut plus vivre sans ça, là. Évidemment, on est une grande région dans un Canada qui est tout aussi immense et on n'est pas dans le parti au pouvoir. Est-ce qu'on a l'impression d'être entendu quand on amène des points auprès du parti au pouvoir? Ben, moi, j'avoue que j'aborde la politique d'une façon très collaborative. Le gouvernement minoritaire permet ça. Tu sais, j'ai sincèrement, quand j'entends mes collègues et tout le climat des différents comités de ce qui se passe en ce moment, je pense vraiment faire partie d'un des comités dans lequel l'entente de collaboration est la meilleure. Donc, je suis particulièrement fier de ça. Et ça se poursuit. Puis, tu sais, des enjeux, exemple de collaboration. Moi, je voyais que beaucoup de gens dans la région tombaient dans des cracks des programmes gouvernementaux. Tu sais, d'abord, l'aide aux frais fixes, c'était une catastrophe, ce programme-là. Mais nos programmes étaient mal adaptés parce qu'on a beaucoup de très petites entreprises, des sociétés en collectif, des entrepreneurs qui se payent par dividendes, des producteurs agricoles aussi qui vivaient des défis dans les programmes, qui réussissaient pas à avoir la liquidité recherchée. Hey, j'ai de la misère avec cette couette-là aujourd'hui avec les micros. On a ça fait partie des défis des cases d'écoute, là, mais bon. Et dans ce contexte-là, d'avoir eu un impact auprès de la ministre Joly, de pouvoir dire, regarde, on a des SADC sur notre territoire. Moi, j'aime beaucoup les sociétés d'aide au développement des collectivités parce que ça permet d'avoir d'abord un conseil stratégique auprès de l'entrepreneur, un accompagnement direct, mais aussi un décaissement rapide, mais qui tient compte des priorités des gens de la région par territoire de MRC et de voir que, regarde, la solution pour ceux qui tombent dans un crack doit passer par là. Ben, je l'ai interpellé là-dessus, puis c'est la réponse qui a été donnée très directement, la création du programme des phares, le Fonds d'aide à la relance des régions. C'est un impact qui s'est fait dans la collaboration, puis qui le résultat a fait la différence pour bon nombre d'entrepreneurs, puis particulièrement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, M. Lemire. On Merci aura à la toi, chance François. de se reparler bientôt. Puis je me permets, une fois de plus, mes condoléances à toute l'équipe. J'ai été terriblement touché par ce que vous avez vécu la semaine prochaine, puis qu'évidemment, vous allez continuer à vivre pendant des années à venir, là. Merci.